Je ne pense pas qu'il existe un décompte précis de combien de fraternisations, à quel endroit, etc. On a des informations différentes qui viennent des lettres, des rapports, etc. Et beaucoup d'historiens maintenant quand même se sont penchés là-dessus pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc un comptage précis de tout ça, c'est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là quand même, sur l'ensemble du front, 700 km, entre Ostende en Belgique et Bâle en Suisse. Donc il y a là des milliers d'hommes qui sont concernés de près ou de loin par des moments de fraternisation qui peuvent aller simplement des signes à distance à on va sur le no man's land et on se rencontre. Donc c'est un mouvement avec des facettes différentes et très large quand même, très large. Moi quand j'ai commencé à préparer Joyeux Noël, je voulais savoir un peu dans quel esprit la guerre était-elle arrivée. Je suis tombé sur des documents terribles d'endoctrinement dans les écoles. J'ai d'abord trouvé ça en France, où j'avais trouvé notamment une circulaire de 1895, c'est-à-dire 20 ans avant la guerre, signée de Raymond Poincaré, qui est à l'époque ministre de l'Instruction publique. Et il dit, voilà, les enfants mâles, âgés de plus de 8 ans, apprendront à tirer au fusil Lebel à balles réelles sous les préaux. C'est carrément une militarisation des enfants. Après, j'ai retrouvé ça effectivement en Allemagne, où on leur a fait apprendre des poèmes, des chansons contre l'anglais. Et en Angleterre, il y a eu des choses aussi de cet ordre contre l'allemand. Il y avait eu une pièce de théâtre qui était anti-Bosch, virulente, qui a fait un carton quelques années avant la guerre, qui était jouée dans 4 théâtres simultanément à Londres. Donc voilà, on avait préparé les esprits à. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir le film sur ces 3 enfants, qui chacun à leur place nous donnent un peu l'état des lieux, quoi. Décembre 1914, d'abord les tenues ne sont pas celles-là, ils ont les pantalons rouges. Et surtout, le décor est encore... La guerre a démarré depuis 5 mois, donc il y a encore des vestiges de la vie d'avant. On peut trouver des ruines encore entre guillemets en bon état, des toits où il y a encore des tuiles et tout ça. Dans 6 mois, ça sera fini. Mais décembre 14, oui, il y a encore ça. Et aussi de la végétation. Historiquement, toutes les fraternisations sont venues des tranchées allemandes et elles sont venues parce que les Allemands se sont mis à chanter ou jouer de la musique. Chanter Stille Nacht, le gros tube allemand, qui à l'époque est très connu, c'est Douce nuit pour les Français ou Silent Night pour les Britanniques. Donc tout le monde peut reprendre la chanson, ou tout le moins en comprendre l'esprit. Et c'est parce que ces Allemands se sont mis à chanter Noël, parce que voilà, la tradition du Noël en Allemagne, c'est très fort. La chanson, la musique a parlé à ceux d'en face, et ceux d'en face ont soit écouté, applaudi, ou même accompagné à la cornemuse comme dans le film. Donc il y avait là un pont musical entre les lignes, qui moi me touchait, me parlait. J'aimais l'idée qu'un art musical permettait de faire taire la guerre. C'est tiré d'un fait réel, d'un vrai ténor qui s'appelle les Kirchhoff, qui était une star en Allemagne, qui n'était pas soldat, qui était venu chanter pour le soir de Noël à la demande de l'empereur pour les soldats en première ligne. Et ceux d'en face, c'était des Français. Et il y avait parmi ces gens-là un capitaine, mélomane, qui a reconnu ce Kirchhoff en question. Donc il s'est mis à l'applaudir à tout rompre, et d'ailleurs tout le monde l'a applaudi. Et l'autre en face, Kirchhoff, une espèce d'artiste illuminé, s'est dit « mais on m'applaudit dans la nuit ». Donc il est sorti sur le No Man's Land pour voir qui l'applaudissait. Et là, le capitaine français, lui, est sorti, a rencontré Kirchhoff au milieu du No Man's Land, et les soldats ont vu quand même 2 hommes, un Allemand et un Français, se parler. Et là, ils sont tous sortis. Quelques femmes, peu, avaient, par amour, réussi à venir en première ligne, voir leurs hommes, l'espace de quelques heures. Et dans des secteurs particulièrement calmes et perméables sur le plan de la discipline. Et ça m'avait touché que des femmes avaient pu faire ça. J'ai eu envie d'imaginer, à cause de ça, une femme allemande, enfin elle est danoise dans le film, qui vient voir son homme allemand. Elle vient le voir à l'arrière, mais elle se retrouve embarquée sur le front et dans les fraternisations malgré elle. Mais le point de départ, c'est ça. Il y a eu, oui, des mouvements de femmes, des femmes particulièrement intrépides et courageuses. On a retrouvé pas mal de rapports d'état-major furieux qui disaient « il est interdit de recevoir l'ennemi dans sa tranchée ». Oui, ça, on n'y avait pas pensé.
Mais même il y a eu des témoignages de lettres où il disait on est allé visiter les tranchées des Allemands, c'est quand même mieux fait, etc., etc. Donc il y a eu ça. Et puis d'autres anecdotes, il y en a une que j'aime beaucoup, les Allemands avaient miné leur no man's land, et quand les fraternisations ont démarré, les Anglais sont sortis, et là, évidemment, ils les ont arrêtés en disant attention, attention, alors là, oui, on peut marcher, là, non, c'est pas possible, etc. Donc ils ont déminé leur terrain de mine, si vous voulez. Et moi, j'adore cette idée-là, c'est qu'en fait, ils ont détruit l'idée de la guerre. Or, quand ils vont d'une tranchée à l'autre pour se protéger, ils cassent l'idée de la guerre même. Au départ, ce n'est pas une volonté de censure de la part de l'armée. L'armée lit les courriers pour avoir une espèce de photographie du moral des troupes. Ils ne peuvent pas tout lire non plus, donc ils en prennent beaucoup au hasard. Il y a une organisation derrière tout ça. Évidemment, avec Noël, ils vont découvrir dans les lettres qu'il y a eu des fraternisations. D'ailleurs, les soldats se censuraient eux-mêmes, hein, ils n'en parlaient pas trop. Ceux qui ont osé en parler, évidemment, ces lettres-là ont été lues et à partir de là, on a su. Et là, les Allemands faisaient la même chose. Les Britanniques n'avaient pas encore installé ce système. C'est-à-dire que les lettres partaient au pays, et c'est grâce à ça, grâce à l'inefficacité de l'armée anglaise sur le plan du courrier, qu'on a vraiment pu savoir qu'il y a eu des fraternisations. Parce que ces lettres sont arrivées dans les familles anglaises, qui ont été surprises, et ont donné ça, pour certains, à des correspondants journalistes, qui ont publié ça dans leurs journaux, en faisant des unes, etc. Parce qu'en plus, il y avait des photos. Et là, ça a éclaté. C'est dire aussi à quel point la presse britannique était libre. Moi, je suis persuadé que la presse française, si elle avait eu ces éléments-là, il n'y aurait pas eu publication. La presse française était beaucoup plus tenue politiquement que la presse britannique.